Donc, j'ai découvert les lettres dont je vais vous parler aujourd'hui un petit peu par hasard, alors que je compilais des informations sur les femmes célibataires de mon corpus de doctorat, donc femmes célibataires qu'on appelle alors filles majeures. Ces lettres m'ont offert une grande émotion car elles m'ont permis d'entendre les voix de deux de ces femmes, Catherine Françoise de Bretagne et Henriette de Conflans, et d'obtenir des informations sur leur quotidien, leur entourage, leur façon de penser, ou du moins les pensées qu'elles ont jugé bon de coucher sur papier. Je ne suis pas historienne de la littérature, et ce n'est donc pas par ce prisme que j'ai d'abord observé ces correspondances. Les lettres m'ont davantage servi de preuve, de source, pour dessiner des trajectoires et des rapports de force. Car si j'ai choisi de présenter conjointement les parcours de ces deux épistolières célibataires, c'est parce qu'ils ont une chose en commun. Les demoiselles de Vertu et d'Armentières sont nées dans des familles d'ancienne noblesse qui ont toutes deux été confrontées à une forme de déchéance sociale et économique. Cette déchéance a été révélée par leurs contemporains. Donc là, je vous ai mis quelques extraits de Talmont des Réaux ou de Saint-Simon. Et cette déchéance, j'ai également pu la constater dans les sources notariales. L'endettement, que ce soit chez les Bretagnes d'Avongour ou chez les Conflans, a laissé des traces sur plusieurs générations. Pour pallier cette situation, les demoiselles se sont mises au service d'aristocrates fortunés et liés à la cour, et sont devenues des sortes de dames de compagnie sans en avoir le titre, puisque ce titre est réservé à l'entourage de la reine et des princesses du sang. Catherine Françoise de Bretagne a vécu 20 ans auprès de la duchesse de Longueville, pardon, et Henriette de Conflans s'est attachée à la duchesse d'Orval pendant plus de 40 ans. Cette situation n'est pas étrangère à leurs activités épistolières et surtout à la publicité que ces activités ont reçue. Parce qu'en effet, si j'ai eu facilement accès à ces lettres, c'est qu'elles ont fait l'objet de publications dès le XVIIIe siècle, voire le XVIIe siècle. Les écrits des demoiselles de Vertu et d'Armentières ont ainsi accédé à la postérité, parce que ces dernières faisaient partie de prestigieux réseaux dont on a souhaité conserver la mémoire. Donc il s'agit pour la première, pour Catherine Françoise de Bretagne, du réseau janséniste et du cercle dit des Belles Amies de Port-Royal, et pour Henriette de Conflans, du réseau Précieux et Galant, organisé autour du grand exilé, donc Bussy Rabutin. Je précise que je n'ai pas consulté les lettres originales et que mes analyses reposent sur des ouvrages principalement du XIXe siècle. Donc il s'agit pour Catherine Françoise de publications, de compilations et publications de Victor Cousin et Édouard de Barthélemy, donc deux historiens du XIXe siècle. Et pour Catherine Françoise, je ne vais m'intéresser aujourd'hui qu'à la correspondance qu'elle a entretenue avec la marquise de Sablé, donc vous voyez ici Madeleine de Soubray, célèbre salonnière et fervente janséniste elle aussi. Victor Cousin a compté une soixantaine de lettres écrites par Catherine Françoise, en grande majorité non datées, mais qu'il situe raisonnablement entre 1661 et 1668. Concernant Henriette de Conflans, je me fie aux lettres recensées dans la correspondance de Bussy Rabutin. Les deux amies s'échangent 26 lettres entre 1667 et 1674, en tout cas pour celles qu'on a conservées. Alors précision toutefois, hein, parmi ces 26 lettres, seules 8 sont de la main de la demoiselle d'Armentières. Ces deux correspondances seront interrogées à la fois pour ce qu'elles dévoilent de l'existence de ces femmes célibataires et de leur position sociale particulière, et pour ce qu'elles disent des ambitions politiques et littéraires de leurs autrices. En parcourant les lettres adressées par mademoiselle de Vertu à la marquise de Sablé, on s'aperçoit que la demoiselle écrit souvent sur ordre de la duchesse de Longueville. Alors s'il peut s'agir d'une simple formule ou d'une coquetterie d'écriture, cela renvoie également à une situation bien concrète. En effet, la duchesse de Longueville délègue un certain nombre de tâches domestiques à sa compagne, comme la gestion de son agenda mondain. Donc là, vous avez deux exemples. Les premières citations, c'est donc l'organisation d'un dîner. Et puis la deuxième citation, l'organisation d'une visite amicale entre donc la duchesse de Longueville et Madame de Sablé. Catherine Françoise peut aussi prendre la plume quand la duchesse de Longueville est indisposée. Elle transmet alors de ses nouvelles à ses amis. C'est le cas donc dans la troisième citation que vous voyez ici.
Donc Catherine Françoise écrit peu de temps après la mort du duc de Longueville, l'époux de la duchesse. Une mission similaire revient à Henriette de Conflans, qui se charge de faire le relais entre la duchesse d'Orval et Bussy-Rabutin. Alors c'est une mission que ce dernier a visiblement parfaitement assimilée, puisqu'il fait transiter remerciements et témoignages d'amitié par la demoiselle d'Armentières. Donc là, j'ai également mis quelques exemples. Bussy-Rabutin présente bien la duchesse d'Orval comme l'une de ses amies, et cette dernière lui a fait parvenir son portrait pour orner le château de Bussy, que vous connaissez sûrement. Pourtant, la duchesse d'Orval ne figure pas parmi ses correspondantes. Il est donc à peu près certain que la charge épistolaire revenait à Henriette. Avoir une compagne à demeure est pour les femmes de l'aristocratie un gage de prestige. Cela dénote de grandes capacités financières, car il s'agit de loger à titre gratuit une femme noble et donc de prendre en charge les dépenses dignes de son rang. La compagne n'est pas une domestique, elle ne touche pas de gages ou de pension, elle bénéficie elle-même des soins de la domesticité de la maison qui l'accueille. Et avoir une compagne à demeure, cela reproduit aussi, dans une moindre mesure, le système pratiqué à la cour, comme je le disais en introduction, par les reines et les princesses, donc ce système qui est lui pensionné des dames de compagnie, dames d'atour, dames d'honneur. Ainsi, on ne choisit pas n'importe qui comme compagne. Un certain nombre de qualités sont attendues, parmi lesquelles le bien écrire est important. Dans cet extrait d'une lettre adressée par Bussy à mademoiselle d'Armentières, Bussy moque la mauvaise écriture de la comtesse de Guiche. J'ai reçu une lettre de notre amie la comtesse de Guiche que je vous garde pour m'aider à la lire. À voir ces lettres, on mettrait ses mains au feu qu'elle n'a jamais eu de galanterie. Et donc il ajoute que l'amour est un maître d'école qui apprend à bien écrire. Donc en moquant cette mauvaise écriture, Bussy indique, d'une façon à peine détournée, que la demoiselle d'Armentières, quant à elle, écrit bien. Être choisie pour un tel rôle, donc celui de dame de compagne, enfin de compagne à demeure, pardon, a des effets bénéfiques à plus d'un titre. En plus d'une protection économique, c'est un gage de haute qualité morale et ou intellectuelle. C'est aussi l'assurance de fréquenter le grand monde et de s'insérer dans les meilleurs réseaux, et ça j'y reviendrai dans un second temps. Mais c'est aussi bien sûr reconnaître sa subordination, admettre que l'on peut recevoir des ordres et que l'on n'est pas tout à fait libre de ses allées et venues. De nombreuses lettres adressées à la marquise de Sablé indiquent que mademoiselle de Vertus souhaite se retirer à Port-Royal des Champs, et ce dès l'année 1661. Ce n'est pourtant qu'en 1671 qu'elle s'y installe pour de bon, après quelques séjours brefs. La lenteur des tractations a sûrement à voir avec la mauvaise volonté de la duchesse de Longueville. C'est du moins ce qu'indique une lettre que celle-ci envoie à la mère Agnès, supérieure du couvent, en novembre 1669. Donc la duchesse s'apprête à quitter Paris pour rejoindre ses terres normandes et elle déplore de ne pouvoir y emmener Catherine Françoise. Pour vous lire peut-être un extrait, je vous confesse qu'en l'état où je suis, ça m'a été une assez grande dureté à porter de n'y pas ramener avec moi mademoiselle de Vertus, qui étant ma seule consolation en ma vie, me paraissait assez nécessaire présentement. Elle précise un petit peu plus loin qu'elle n'entend d'ailleurs pas cette situation se perpétuer trop longtemps, parce qu'elle a besoin de l'aide de son amie pour la gestion de ses affaires. Et d'ailleurs, même retirée au couvent quelques années plus tard, la demoiselle de Vertus n'hésite pas à retourner dans le siècle pour secourir Madame de Longueville. C'est ce que nous apprend une lettre de Madame de Sévigné en 1672 qui déplore la mort du fils cadet de la duchesse de Longueville. Et donc là, on peut se demander, est-ce que c'est une preuve d'amitié ou d'obligation? Alors c'est sûrement un savant mélange des deux, parce que de toute façon, cette relation inégalitaire entre les deux femmes, une relation qui a perduré pendant 20 ans, ne peut pas être mise de côté. De la même façon, les déplacements d'Henriette de Conflans sont réglés sur ceux de la duchesse d'Orval. Donc là, les deux premières lettres montrent que la duchesse est malade à répétition durant l'année 1668, ce qui empêche la demoiselle d'Armentières de se rendre à la cour et d'y retrouver les comtesses. Donc il s'agit là de la comtesse de Guiche et de la comtesse de Fiesque. Et de la même façon, lorsque la duchesse d'Orval se rend sur ses terres picardes,
Henriette de Conflans et bien sûr du voyage. Mais en se plaignant d'être privée de la compagnie des comtesses, la demoiselle d'Armentières met aussi l'accent sur leur intimité. Si les lettres et la pratique épistolaire témoignent en partie d'une position subordonnée, elles montrent surtout à quel point Henriette et Catherine Françoise sont reconnues comme interlocutrices privilégiées des esprits les plus fins de cette seconde moitié du XVIIe siècle. Dans la soixantaine de lettres que Mademoiselle de Vertus adresse à Madame de Sablé, plusieurs éléments d'écriture sont tout à fait remarquables. Donc là, je vous ai mis une citation en exergue qui illustre quelques-uns de ces points. Euh, donc par exemple, le recours au pathos, j'ai le cœur transi, sert à démontrer le sérieux de l'engagement de la demoiselle en faveur du jansénisme. Et puis, quelques mots plus loin, elle annonce de bien mauvaises nouvelles de Rome, ce qui témoigne là d'une très bonne connaissance de l'actualité et des éléments du débat théologique qui secoue alors l'Église de France. Si Victor Cousin, au milieu du XIXe siècle, considère que les lettres de Catherine Françoise sont écrites, je cite, fort négligemment et sans prétention aucune, je ne peux que m'opposer à cette analyse. La correspondance entretenue avec Madame de Sablé n'a rien de trivial. Les lettres développent leur propre code et se font le relais de stratégies pour protéger les pères jansénistes. Ici, Monsieur de Montigny, donc PS, votre ami aura nom à l'avenir entre nous, Monsieur de Montigny, est le pseudonyme donné à Antoine Singlin, l'une des figures de proue des premiers temps du jansénisme. C'est également de lui dont il est question dans la deuxième citation. Et alors à ce moment-là, il s'agit de mener Antoine Singlin sans encombre chez la duchesse de Longueville, puisque nous sommes en 1661 et que l'affaire du formulaire agite le royaume. Donc je vais peut-être un petit peu resituer. Les prêtres qui refusent de signer ce formulaire et donc de reconnaître comme hérétique la doctrine de Jansénius sont persécutés. Singlin trouve alors refuge chez la duchesse de Longueville et ne sera pas inquiété jusqu'à sa mort 2 ans plus tard, parce que donc, si Louis XIV tient à réduire au silence la dissidence janséniste, il ne peut tout de même pas s'attaquer aux belles amies de Port-Royal. C'est d'ailleurs parce qu'elle fait partie de ce cercle que Mademoiselle de Vertus se permet de critiquer le roi à mots à peine voilés. Il est certain que le roi, ou pour mieux dire le conseil de conscience, est si mal satisfait, etc. Mais donc il y a toujours, on retrouve dans plusieurs extraits une mention, des mentions du roi, d'une mauvaise politique qui est en train d'être menée, voire là, un mot quand même beaucoup plus couvert, le mot de tyrannie, qui est quand même assez parlant. Prendre cette liberté dans son courrier, c'est montrer que Catherine Françoise partage les idées de la marquise de Sablé. C'est aussi prendre des risques, affirmer son opinion, et donc sa valeur dans la lutte idéologique qui oppose les deux camps. À de multiples reprises, Catherine Françoise témoigne aussi de sa capacité à s'informer et à discourir sur les affaires brûlantes de l'actualité janséniste. Quelques exemples au tableau. Elle évoque les tractations du roi auprès de Rome, les délibérations de l'Assemblée chargée de juger les écrits de Jansen, ou encore l'affaire de l'apologie des religieuses. C'est un texte qui a été rédigé par Antoine Arnauld en 1664 et qui avait ravivé les accusations de crypto-protestantisme portées contre Port-Royal. Ces lettres participent donc au combat pour la défense du jansénisme, dans les sujets abordés et par l'engagement polémique dont elles témoignent, par des propos tenus contre le roi, mais aussi par des actions concrètes pour protéger les dissidents. Mais plus qu'une alliée, Catherine Françoise est aussi une fervente disciple de la pensée augustinienne. Le pathos qui s'exprime dans ses lettres pour plaindre, je cite, sa condition vagabonde et son manque de moyens financiers, aboutit parfois à de véritables maximes. Donc là, un petit florilège. On a tant aimé le monde qu'on mérite bien de ne le pouvoir quitter quand on ne l'aime plus. Ou l'inutilité de la vie met bien souvent en péril autant que de plus grands péchés. Il faut alors considérer à qui s'adressent ces formules. Car si Madame de Sablé est l'une des belles amies de Port-Royal, elle est aussi reconnue pour son intelligence et sa capacité à mener des discussions théologiques. Selon Philippe Sellier, les maximes de La Rochefoucauld ont vu le jour grâce aux échanges constants avec la Salonnière. L'ouvrage d'Antoine Arnauld, de la perpétuité de la foi, serait
également née d'une discussion dans ce salon. S'exercer à la maxime augustinienne face à un tel juge n'est pas une mince affaire, et cela témoigne peut-être d'une ambition littéraire, plus ou moins camouflée, derrière la conversation quotidienne. Il ne faut pas négliger le pouvoir d'émulation qu'engendre l'écriture et la tenue d'une correspondance régulière avec une figure telle que la marquise de Sablé. Il en va de même dans un tout autre registre pour Henriette de Conflans. Alors j'emprunte cette écriture d'atelier d'écriture, cette expression pardon d'atelier d'écriture à Nathalie Fredel, qu'il a forgée dans son article publié sans imprimer Le défi des épistolières. Cette expression, si j'ai donc bien compris, renvoie au réseau de soutien épistolaire féminin qui s'est créé lors de l'exil de Bussy-Rabutin pour conjurer la mort sociale de ce dernier. Selon Nathalie Fredel, ce commerce de lettres a pu servir les ambitions d'écrivaines amateurs des correspondantes de Bussy, tout en les protégeant des critiques adressées aux femmes qui se piquaient d'écrire. Cette ambivalence tient bien au régime de publication des lettres. Si les correspondances sont privées, Bussy les distribue, je cite, sous un label indépendant, à un cercle d'amateurs éclairés. Il ne faut donc pas se fier à la phrase que j'indique ici. Bussy ne demande pas que des nouvelles. En réalité, tout un cercle intellectuel se met en place. La demoiselle d'Armentières, que beaucoup reconnaissent aujourd'hui comme l'une des correspondantes les plus assidues de Bussy-Rabutin, entre selon moi dans la catégorie des écrivaines de talent. Calembours et jeux d'esprit parsèment les lettres que les deux amies s'échangent, créant un dialogue stimulant. Alors les deux premières citations jouent sur le surnom donné par Bussy-Rabutin à la marquise de Villeroy, Mon cœur. Donc ce surnom donne lieu à d'inlassables jeux de mots entre les deux, là ce n'est qu'un exemple. Donc dans cet exemple, Mademoiselle d'Armentières prévient Bussy de la grossesse de la marquise et ce dernier répond je suis bien fâché que mon cœur ne soit pas en si bon état, je ne m'étonnais pas qu'il fût gros pendant que j'étais à la Bastille, mais aujourd'hui que je suis libre et en bonne santé, cela me surprend au dernier point. Ici, vous l'aurez sûrement compris, la polysémie du mot gros, enfin les deux amis jouent sur la polysémie du mot gros, enceinte, être grosse, et chagrin, avoir le cœur gros. Autre exemple de cette complicité littéraire et amicale, la demoiselle d'Armentières, Cécé, dans les deux citations suivantes, elle Cécé au grotesque en proposant à Bussy de venir accoucher à la place de sa femme. Alors si l'idée sert l'esprit galant de leurs échanges, puisque c'est une nouvelle façon d'exprimer le manque et l'envie de le voir rentrer à Paris, elle témoigne aussi d'une liberté de ton, et Bussy saisit la balle au bon, poursuit le dialogue absurde en disant qu'il a jusqu'ici eu grande aversion pour accoucher. La stimulation intellectuelle et la complicité des deux correspondants est là encore remarquable. Dans une lettre que j'ai déjà mentionnée, Henriette m'a particulièrement amusée. Cette lettre montre selon moi l'autonomie littéraire prise par la demoiselle, puisqu'il ne s'agit plus de donner des nouvelles de la duchesse d'Orval, des petites comtesses ou encore de la grossesse d'une marquise. Henriette prend ici la plume pour se décrire et elle dresse d'elle-même un portrait tout en autodérision. Pour moi, si le portrait d'une éthique a quelque charme pour vous, je réussirai à vous plaire, car je la suis au dernier point, et le lait d'ânesse qui engraisse tout le monde m'amaigrit et me jaunit tous les jours. Jugez avec la beauté que Dieu m'a donnée, quel effet cela peut faire. Elle s'exerce alors au dit satirique et applique les règles de l'atelier d'écriture de Bussy-Rabutin, passer outre la décence et la retenue, dialoguer en confiance entre égaux. Et là encore, Bussy ne peut résister à lui adresser une réponse spirituelle, qui reprend les termes d'Henriette. Je consens que votre peintre vous donne la graisse, que vous mandez, que votre ânesse vous refuse. Il lui fait alors savoir qu'il reconnaît son talent. En occupant une place de choix auprès des grandes figures intellectuelles du XVIIe siècle et en exerçant leur plume face à ce public exigeant, Catherine Françoise de Bretagne et Henriette de Conflans ont gagné une réputation d'autrice chez leurs contemporains. Donc là, je reprends Talmont des Réaux et Saint-Simon qui indiquent donc pour la première qu'elle écrit fort raisonnablement et pour la seconde qu'elle a beaucoup d'esprit. Ces deux femmes célibataires constituent des cas à part au sein de mon corpus féminin. Comme je travaille sur la noblesse, les filles majeures sont en général pourvues d'un patrimoine conséquent et peuvent mener grand train. En revanche, lorsque les contingences familiales diminuent leurs revenus, je perds souvent leurs traces dans les sources.
Les filles majeures pauvres ne font pas de donations, ne participent pas ou rarement au contrat de mariage d'un neveu ou d'une nièce. Je n'ai donc pas moyen de les retrouver. De plus, pour peu qu'elles soient dépourvues de parents proches, comme c'est le cas, hein, si vous l'avez remarqué pour Henriette de Conflans, elles sont souvent réduites à vivre dans les hôtelleries des couvents et à mener une existence bien chiche. C'est ce destin et cette disparition mémorielle qu'auraient dû rencontrer les demoiselles de Vertu et d'Armentières. Pourtant, le fait d'être entrée au service d'une aristocrate a modifié la donne à plus d'un titre. Parmi les obligations attachées à cette fonction de compagne à demeure se trouvait l'écriture de lettres diverses. Atelier quotidien, ce travail n'a fait que renforcer des dispositions acquises par leur éducation noble, mais c'est surtout l'entourage particulier des duchesses de Longueville et d'Orval, marqué par des engagements forts dans les domaines politiques et littéraires, qui explique la postérité de Catherine Françoise et Henriette. L'insertion dans ces cercles mondains a permis aux deux demoiselles de participer aux meilleurs ateliers du bien penser, du bien dire et surtout, pour ce qui nous intéresse, du bien écrire. Par ailleurs, elles ont bénéficié du train de vie aristocratique de leur protectrice, ce qui explique que de nombreux contemporains et contemporaines aient pris le soin de parler d'elles, en bien ou en mal, ce qui est tout aussi intéressant. Bon, là, je vous ai mis un florilège. En mal, vous pouvez regarder les deux dernières citations, donc les mémoires du père Rapin pour ce qui concerne Catherine Françoise de Bretagne, et une chanson grivoise extraite du chansonnier Maurepas pour Henriette de Conflans. Les lettres des demoiselles de Vertu et d'Armentières témoignent donc à la fois de leur position subordonnée, mais surtout des potentialités d'ascension sociale offertes par cette position à des femmes célibataires peu fortunées. Une ascension sociale qui les a mises à l'abri de l'oubli et qui a rendu possible le déploiement d'une ambition intellectuelle et littéraire. Je vous remercie.